Voilà. Donc la lumière est revenue, on va pouvoir commencer. Et donc bienvenue à tous. Un grand merci à l'AGM pour organiser cette soirée sur le développement durable avec des aspects théoriques et des aspects pratiques. Donc certains d'entre vous me connaissent peut-être. Mon nom est Philippe Barret, je suis professeur à la faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale. Et on m'a demandé d'animer le débat ce soir. Et donc, je vous propose de ne pas perdre de temps et vous présenter rapidement les deux invités. Donc, en fait, ce soir, nous allons accueillir à la fois un témoignage sur une initiative pratique, surtout, et ensuite un regard plus théorique ou une discussion aussi sur les perspectives que ça peut apporter. Et donc, au niveau pratique, on a la grande chance ce soir d'avoir M. Girac, qui nous a rejoint, qui vient du Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg, et qui est bourgmestre d'une commune qui s'appelle Beckerich et qui est considérée comme un exemple de commune écologique. Et donc, il va nous expliquer comment ça se passe dans sa commune, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour pratiquer le développement durable. Je sais que ça va faire des jaloux, M. Beckerich est bourgmestre de sa commune depuis 21 ans. Et donc, Monsieur Girard, je reconnais de vous, Monsieur Beckerich. Monsieur Girard est bourgmestre de sa commune depuis 21 ans, ce qui montre que le développement durable peut assurer une bonne longévité aux élus. Pour lui répondre, nous aurons la chance d'écouter Christian Berger, qui est professeur chez nous, qui travaille à la chaire d'éthique. La chaire ouverte, la chaire d'éthique économique, et qui est non seulement un chercheur, un très bon chercheur, mais aussi est engagé dans une réflexion sur la transition vers un autre modèle de société. Je pense que c'est surtout à ce titre-là qu'il participe au débat ce soir. Il a écrit 2 livres, enfin il a écrit plus que 2 livres, mais 2 livres qui sont assez connus et qui résonnent l'un avec l'autre. L'un qui s'appelle Critique de l'existence capitaliste, et l'autre qui s'appelle Éthique de l'existence post-capitaliste. Et donc, je vous recommande ces livres. Enfin, moi, j'ai lu le premier pour le moment, j'ai pas encore lu le deuxième. Mais je vais rattraper mon temps. Alors, ceci étant dit... Ah, mais voilà, nous deux, on a tout lu. Ceci étant dit, on vous propose la formule suivante pour le débat. D'abord, on va travailler dans un cadre relativement informel, vous l'avez compris. Donc, Christian va faire une première présentation, un cadrage un petit peu du concept de développement durable pendant 10 minutes. Puis nous donnerons la parole à M. Girac qui, pendant une quarantaine de minutes, va nous présenter justement la mise en pratique des concepts de développement durable dans sa commune, en s'aidant notamment d'un PowerPoint. Et puis, il y aura une réponse par Christian, bref, et ensuite, ce sera vraiment avec plaisir qu'on vous donnera la parole pour une série de questions, avec comme objectif de terminer pour que les plus durables d'entre vous puissent prendre le train de 10h30. Voilà. Je vais passer directement la parole à Christian pour l'introduction. Merci Philippe. Bonsoir à tout le monde. Alors, faire le point sur la notion de développement durable en 10 minutes, ça c'est vraiment, je crois, un peu trop demandé. Je vais pas répondre à ce critère-là, mais je vais simplement essayer d'introduire l'intervention de M. Girard avec effectivement un arrière-fond un peu plus... pas mal plus théorique. Moi, je ne suis pas bourgmestre de commune, donc je n'ai pas d'expérience empirique de longue date sur ces questions-là. Par contre, je peux vous faire part de ma réflexion sur les concepts qui sont en jeu. Je crois qu'il faut reconnaître dès le départ que, bien entendu, l'économie n'est pas quelque chose d'optionnel. N'importe quelle économie a pour fonction de produire et de socialiser un surplus. Et sans cela, il n'y a pas de société possible, quasiment. Je vous dis tout de suite, ça ne veut pas dire que la seule façon de produire et de socialiser un surplus soit le capitalisme. Je le dis tout de suite pour ceux qui ne s'en douteraient pas. Alors, c'est clair que, de façon incontestable, l'un des concepts de base de toute économie, c'est le rendement. C'est-à-dire que la valeur d'usage de ce qui est produit, c'est-à-dire ce que les choses produites permettent de faire, de réaliser, de vivre, doit excéder suffisamment la valeur d'usage de ce qui a été mis au départ, des inputs, des intrants.
Et en fait, l'idée de progrès économique, elle est basée sur cette espèce de ligne de crête qu'on doit sans arrêt conserver. Il faut un surplus qui soit produit et socialisé d'une façon non destructrice. Si on détruit la nature, les hommes, etc., en produisant, en socialisant surplus, ça ne va pas. Et de façon aussi non déstructurante. En tout cas, s'il y a des changements de structure, ça doit être suffisamment lent pour être assimilable et vivable. Que ce soit au plan écologique, bien sûr, mais aussi au plan socioculturel ou au plan anthropologique, au plan humain. Donc, il nous faut une notion de rendement économique, mais un rendement économique qui soit compatible avec des impératifs dits de soutenabilité environnementale, mais aussi socioculturelle et humaine. Et voilà déjà que, évidemment, nos difficultés commencent, parce qu'il n'y a absolument aucun consensus à propos de ce que signifie l'adjectif soutenable ou le substantif soutenabilité. Le seul domaine où on essaye pour l'instant d'avancer des critères un tant soit peu objectifs que soutenabilité, c'est celui des sciences du climat et plus largement des sciences, je dirais, atmosphériques de la durabilité. Et c'est devenu une évidence, bien entendu, et tous les militants environnementalistes en appellent aujourd'hui à des normes globales d'émissions pour diverses substances chimiques qui influent sur l'équilibre de la biosphère. Alors, ce qui est frappant, c'est que même cette évidence-là est extrêmement contestée par toute une série d'acteurs influents, que ce soit des entreprises, mais bien entendu aussi des États, qui se cadrent contre les évidences de la soutenabilité environnementale. Pourquoi? Parce qu'ils voient très bien qu'elle ne représente que la portion émergée de l'iceberg, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. À leurs yeux, perdre la bataille du climat, qui à nos yeux serait vraiment gagner la bataille du climat, mais pour toute une série d'acteurs, il s'agit d'une perte, ça serait devoir admettre qu'en dessous vont se poser ensuite des questions bien plus redoutables encore, des questions sur ce que signifierait la soutenabilité socioculturelle, la soutenabilité politique, la soutenabilité anthropologique. Question que certains d'entre vous le savent sûrement, l'écologie politique a toujours considéré comme inséparable des enjeux environnementaux. Question qui met directement en cause la manière, précisément, dont nous produisons et nous socialisons les surplus économiques aujourd'hui. Et cette manière, je dis tout de suite, pour éviter les confusions idéologiques et les écrans de fumée, la manière dont nous produisons et socialisons aujourd'hui les surplus économiques, ce n'est pas simplement l'économie de marché, on le dit si souvent, c'est bien le capitalisme, en tant qu'une variante particulière, une variante à mes yeux extrême, surpuissante, très performante à certains égards, mais donc en même temps extrêmement dangereuse d'une économie de marché. Ce n'est pas n'importe quelle économie de marché, et le capitalisme n'est pas simplement une économie avec des marchés. C'est beaucoup plus que ça, bien entendu, je ne peux pas rentrer là-dedans maintenant, mais on pourra en rediscuter. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une manière extrêmement particulière et spécifique de produire des surplus économiques et de les socialiser. Une économie avec marché, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des marchés, il en faudra toujours. La place du marché dans une petite ville ou dans un village, c'est souvent, même quand elle est vide, mais a fortiori quand elle est en activité, c'est l'un des lieux de vie les plus touchants, hein, où il y a des gestes qui s'effectuent, des liens qui se forgent. Et alors, il est évidemment bien triste, quelquefois, d'apprendre que pour survivre, n'est-ce pas, Monsieur Girard, pour survivre au supermarché tout proche, notre petit maraîcher a dû, sans qu'on le sache souvent, parce que ça ne se voit pas forcément sur son étalage, mais a dû se vendre à des grands distributeurs de fruits et légumes qui, eux, s'approvisionnent sur la planète entière, qui dévastent la nature et les sociétés locales et qui, éventuellement, soutiennent même financièrement, directement ou indirectement, l'une ou l'autre dictature. Je crois que le projet de la soutenabilité dans la production et dans la socialisation des surplus économiques, à mes yeux, il est inséparable aujourd'hui de la réflexion de fond sur le non-capitalisme.
c'est-à-dire, dans notre situation actuelle, une réflexion sur les mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour passer à des modes de production, de socialisation et de consommation post-capitalistes. Il s'agit bien d'une transition à mettre en place avec toutes les difficultés qu'elle présente. Et clairement, dans des démocraties qui se prétendent dignes de ce nom, personne ne doit pouvoir décréter de façon univoque, de façon autoritaire, le contenu de ce que serait le non-capitalisme. Ce qu'il ne faut surtout pas ressusciter aujourd'hui, ce sont les vieux modèles révolutionnaires. Ils sont révolus, c'est le cas de le dire, et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, à partir d'un point de départ commun, qui est une critique lucide du système en place, va devoir s'ouvrir une pluralité de chemins. On va en parler d'un aujourd'hui, ce soir, extrêmement développé et intéressant. Actuellement, nous sommes dans une monoéconomie non soutenable, pour le dire brièvement, et il faut qu'à cela succède une pluriéconomie qui soit faite d'un réseau d'initiatives diversement soutenables, pas nécessairement toutes selon le même critère, mais avec des exigences extrêmement fortes, aussi bien au niveau environnemental qu'au niveau humain et socioculturel. Des expérimentations alternatives qui, au lieu d'être moquées, raillées, comme c'est bien souvent le cas, comme des exceptions, ou même, chose que j'ai déjà entendue à certaines conférences que je donnais, des 12 utopies de bisounours, eh bien, ces expérimentations alternatives devraient, dans des sociétés qui se prétendent des démocraties, devraient être soutenues publiquement au nom même de deux principes qui sont censés être au cœur de nos démocraties, c'est-à-dire l'égalité des chances et la non-discrimination. Nous sommes aujourd'hui à un stade où le fait que la majorité des citoyens, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas sécurisés financièrement, qu'ils n'ont pas des droits facilement transférables, n'ont pas la possibilité, même s'ils le désirent, de faire le pas vers un mode de vie soutenable. Ça, pour moi, aujourd'hui, ça relève de la violation de l'égalité des chances. L'égalité des chances, ce n'est pas simplement pouvoir participer à égalité avec tout le monde à la logique du capitalisme, c'est bien plus que ça, c'est la possibilité de choisir son mode de vie économique, c'est compris, et c'est aussi une violation du principe de non-discrimination. J'irais jusqu'à dire que, dans le domaine des entreprises, par exemple, on peut affirmer que les entreprises capitalistes aujourd'hui, avec le mode d'organisation qu'elles ont, font de la concurrence déloyale aux coopératives, notamment. Et cette idée, il faut renverser une série de concepts pour comprendre quelles seraient les options aujourd'hui dans une vraie démocratie. Alors, une production, une socialisation soutenable des surplus économiques doit prendre place aujourd'hui au sein d'un projet bien plus vaste que simplement, et je ne le dénigre pas pour autant, mais que simplement la soutenabilité environnementale, on est bien d'accord. Projet plus vaste qu'on peut appeler, avec le penseur américain Murray Bookchin, l'écologie sociale. C'est une expression qui date des années 60, qui a été trustée notamment par un parti belge bien connu, mais qui a des racines philosophiques assez importantes. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. Je voudrais insister simplement, pour lancer le débat tout à l'heure, et pour terminer ma communication maintenant, sur la synergie qu'on doit mettre en place entre différents éléments. Je vais les évoquer et on pourra réagir après. Il faut d'abord ce que j'appellerais un Kyoto économique, c'est-à-dire les normes globales de contraction économique. Au niveau global, macroéconomique, planétaire, là, les rythmes et les étendues de production actuelles ne sont absolument plus tenables, ne serait-ce que pour des raisons de métabolisme bien connues de la biosphère. Et ça, pour moi, c'est le seul usage correct du mot décroissance. Là, il est littéralement vrai. Il faut une décroissance macroplanétaire. Comme il faut une décroissance nette des émissions de gaz à effet de serre, c'est la même idée. C'est d'ailleurs pas indépendant. Ensuite, il faut une organisation mondiale de la transition qui va coordonner et concerter de façon très différenciée selon les régions cette contraction globale, y compris en différenciant entre des régions à qui on donne le droit encore longtemps de croître selon la façon classique et des régions, des contrées du monde, notamment nous en Occident développé, qui sont appelées à décroître en net assez rapidement. Il faut une incitation collective à réduire les émissions économiques, si je peux me permettre l'expression, par une double reconversion. D'abord, il faut relocaliser les activités économiques.
en appuyant ça sur ce qu'on peut appeler une revivification monétaire, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire des monnaies complémentaires locales qui permettent d'irriguer autrement que la monnaie officielle, monopolistique, bancaire liée au crédit, les activités locales. Ce n'est pas la même chose que l'attractivité pour les investisseurs internationaux. Une monnaie locale, ça se base sur toute autre chose que l'idée qu'on doit attirer du monde entier des investisseurs. D'autre part, il faut une démocratisation profonde des activités économiques, appuyée sur ce que j'appellerais une taxation pour concurrence déloyale. Ceux qu'il faut taxer, c'est ceux qui font de la concurrence déloyale. Pourquoi pas libeller d'ailleurs cette taxe en monnaie locale, ça permettrait de forcer tout le monde à en détenir. Taxation pour concurrence déloyale pour les entreprises non démocratiques. Il n'y a pas de raison que les entreprises qui tirent un avantage abusif d'une organisation antidémocratique de la production puissent fonctionner sans en être pénalisées, à l'heure d'aujourd'hui bien sûr. Il faut une incitation personnelle à pouvoir émigrer vers des niches soutenables et une incitation personnelle à la frugalité. Par quoi? Par ce que j'appellerais un revenu inconditionnel de transition économique, un RIT, qui va fondre à mesure que les activités suffisamment bénéficiaires vont se stabiliser dans le réseau pluriéconomique soutenable. Ce n'est pas un revenu donné à vie à tout le monde, mais c'est un revenu qui permet aux gens d'émigrer en paix, si j'ose dire, vers les nouvelles activités qu'ils n'oseront pas entreprendre s'ils ne sont pas sécurisés. Il faut ensuite un municipalisme ou un communalisme libertaire. Ça, c'est au niveau philosophique. On doit hâter l'avènement d'un réseau ouvert, d'un réseau solidaire, de communes économiques. Elle-même, d'ailleurs, avec un pluralisme interne des fonctionnements. Il ne s'agit pas d'obliger tout le monde à fonctionner de la même façon et de faire des activités brutalement planifiées, mais il y a quand même des aspects de planification qui sont importants. Il faut des ministères et des échevinats de la transition économique. C'est à hâter, je pense, au niveau de nos communes, couplés à des assemblées populaires, multiniveaux, aussi bien au niveau des quartiers qu'au niveau des communes populaires, qui permettent de planifier démocratiquement les productions auxquelles chaque localité, chaque biorégion aura droit au sein du grand contrat de contraction globale. Puisqu'on doit se contracter globalement pour rester dans les limites de la biosphère, il faut répartir les charges et les bénéfices, il faut une planification pour ça. Et enfin, quelque chose qui m'est important personnellement, c'est qu'il faut développer un existentialisme économique positif. Pas simplement insister sur le caractère angoissé du capitalisme, ce que je fais par ailleurs et que je crois est important, mais redécouvrir aussi que le vrai sens de l'économie, c'est de promouvoir à la fois le pas trop peu, bien sûr, il ne s'agit pas de faire l'apologie de la misère, du retour en arrière, comme on dit, mais aussi le pas trop, c'est-à-dire se rendre compte que la science économique elle-même a pour tâche de travailler sur le pas trop, sur les limites, et pas seulement sur l'expansion perpétuelle. Et il faut se rendre compte, du coup, des changements psychospirituels, j'ose bien les appeler comme ça, qui sont requis chez chacun d'entre nous, et ça passe par l'éducation, par la socialisation, par une série d'institutions et de mécanismes, qui sont requis pour qu'on puisse faire advenir un authentique frugalisme, si j'ose dire. La frugalité comme attitude de vie, à l'opposé de ce qu'on peut appeler actuellement le fringalisme, qui est plutôt ce qu'on apprend culturellement, notamment la nécessité d'un nouvel âge de l'évolution. Thomas Berry, l'écologiste américain, parle d'un âge écozoïque, c'est-à-dire un âge où l'animal, la vie, doit être gérée, doit être portée par le souci de coexistence avec la biosphère. Et ces aspects-là, tous conjugués, nous permettront peut-être d'avancer vers une transition, je ne dis pas facile, mais un peu facilitée par rapport à ce que les structures actuelles, bien peu adaptées, nous permettent. Merci.
Je vais déjà commencer avant que la technologie ne s'installe. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement les étudiants et les étudiantes qui étaient de passage avec RICH d'avoir rendu possible cette rencontre entre M. Arnsberger et moi, lui qui est en train de développer un modèle de transition où certains aspects commencent déjà à devenir relativement concrets, et de l'autre côté, moi qui, sans aucun modèle et sans aucune théorie sous le modèle, essaie, dans la vie journalière d'une petite commune rurale bécriche, de trouver des solutions pour ce modèle de transition. Alors, je vais essayer, dans ces 40 minutes, de vous faire comprendre ce qui s'est passé dans cette petite commune rurale luxembourgeoise les 30 dernières années. Oui, il est vrai, le développement durable, ce n'est pas une affaire d'un jour à l'autre, c'est même pas l'affaire d'une ou de deux législatures. Je pense qu'il y a vraiment changement de paradigme, il y a un changement de valeur, et tout ça, de toute façon, on ne peut pas le forcer d'en haut. Il faut que les gens eux-mêmes comprennent qu'il faut changer quelque chose. Et voilà que j'espère pouvoir vous montrer que dans ces 30 ans, il y a quand même certains changements qui ont eu lieu avec RICH, et que d'un autre côté, on est en train, j'insiste là-dessus, de trouver l'une ou l'autre solution alternative au modèle, où je pense qu'on est tous d'accord ici. Personne n'a trouvé des solutions miracles, mais on devient de plus en plus conscient qu'il est arrivé à son terme. Je pense que le capitalisme productiviste tel qu'on l'a vécu les 150 dernières années, il touche à sa fin. On a vu la crise financière, à peine est-elle terminée, que déjà la prochaine crise se trouve devant nos yeux avec le prix du pétrole. Je suis personnellement convaincu que cette transition, malheureusement, va nous être forcée dans les 10 à 15 ans à venir avec un prix du pétrole inimaginable pour certains aujourd'hui, où personnellement je suis convaincu que dans les 10-15 ans on ne parlera plus de 100, de 150 $, mais on pourra peut-être rajouter un zéro, et toute notre économie globalisée qui ne fonctionne que grâce à ce pétrole et les énergies fossiles bon marché. Je pense que si on a pu développer cette globalisation, si on a pu développer cette croissance à outrance, c'est en particulier grâce à cette énergie bon marché. C'est d'une part, il faut dire heureusement, cette période est en train de se terminer. Malheureusement, on est très très mal préparé, et je pense qu'il faut mettre tous les efforts dans les années qui nous restent, pas seulement pour des raisons de changement climatique, mais surtout pour que la catastrophe ne soit pas trop grande, y réfléchir. Alors, c'est ce qu'on fait avec RICH. C'est une petite commune rurale de 2300 habitants aujourd'hui, à l'ouest du Luxembourg, vraiment une région très rurale. On est voisins d'Arlon, et je vais essayer de vous dire ce qui s'est passé dans les 30 dernières années. Je vais même remonter un peu plus loin. Vous voyez ici une belle carte postale du début du XXe siècle. Je pense que là, je reste dans le monde rural. Si on veut trouver peut-être certaines solutions, comment pourrait être ce modèle de transition et le modèle alternatif? On peut un peu regarder en arrière. On a fait ça avec RICH, et je pense qu'à la fin du XIXe siècle, beaucoup de villages pratiquaient une économie à un développement relativement durable. On s'est un peu renseigné ce qui se passait avec RICH. Le village de Beckrich même avait à peine 600 habitants. Il y avait pas mal de 100 métiers différents. Vous imaginez, il y a 100 ans, dans un village de 600 habitants, on avait 100 métiers différents, de la sage-femme jusqu'au menuisier, jusqu'au boulanger. On avait pratiquement tout. On importait un peu de poivre et de sel, un peu de matériaux, de métaux, mais pour le reste, pratiquement tout se faisait sur place. On avait des étangs, on élevait des poissons, bien sûr on avait l'agriculture, tout le monde était plus ou moins autonome en ce qui concernait la production. Alors,
je ne vais surtout pas tomber dans un mauvais romantisme et dire tout était mieux, le temps de nos grands-mères et de nos grands-pères, mais ceux qui sont actifs au monde rural, je pense que ça vaut la peine de jeter un regard sur le monde rural à la fin du XIXe siècle. On peut, bien sûr en appliquant les choses qu'on connaît entre-temps et en appliquant des technologies et certaines démarches qu'on connaît aujourd'hui, apprendre quelque chose sur ce que peut être une communauté durable à imaginer pour demain. Alors, vous voyez ici la courbe de l'évolution de la population. Ce n'est pas un hasard qu'à la fin du XIXe siècle, le Beckerich allait relativement bien. On avait construit une ligne de chemin de fer qui nous relayait au monde et qui faisait la première fois possible de rester habité dans ce village rural, mais de trouver un emploi dans la sidérurgie du sud du Luxembourg. Je ne sais pas si vous connaissez le Grand-Duché de Luxembourg, mais on a eu la chance d'avoir un peu de minerai de fer lorrain dans le sud du pays, et voilà que la sidérurgie pendant 100 ans a fait la richesse du Luxembourg avant la place financière, et beaucoup de gens pouvaient, avec cette ligne de chemin de fer, rester dans le monde rural et trouver un chemin. Mais vous voyez que peu à peu, ça s'est dégringolé, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. On a vécu tout le phénomène que tout le monde rural a vécu en Europe, l'exode rural, de plus en plus de fermiers qui arrêtaient avec leur travail. Pardon. Il y avait peu d'emplois de la région, et ce qui avait fait le développement positif à la fin du XIXe siècle, ça nous a porté un coup dur, effectivement. En 1967, on a arrêté cette ligne de chemin de fer. Vous imaginez que de ce temps-là, il y avait peu de gens qui avaient leur voiture privée. Il était difficile de rester habité à Beckerich, avoir un emploi et faire sa vie. Voilà qu'on avait perdu un tiers de la population au début du siècle, jusque dans les années 70. Alors, pour ceux qui visitent Beckerich aujourd'hui, il est très difficile pour moi à faire passer la situation à Beckerich il y a 30 ans. Ce n'était pas les belles fermes rénovées comme aujourd'hui, mais c'était plutôt ça. Moi, je suis né à Beckerich, c'est mon village natal, j'ai passé mon enfance, j'ai passé ma jeunesse là-dedans, et quand je pense à ma jeunesse, c'est plutôt les images que vous avez devant vous, que j'ai dans la tête. Et le village qui se vidait, les maisons délabrées, un conseil communal conservateur, 3/4 d'agriculteurs qui regardaient plutôt leurs intérêts personnels que songer à un avenir de ce petit village à l'est du Luxembourg. Et ma motivation de me porter candidat à jeune âge de 23 ans, c'est-à-dire bientôt 30 ans, c'était que je n'avais pas envie de laisser mourir mon village. Alors je pense que c'est déjà un message important que je voudrais faire parvenir. On est en pleine période des crises, mais moi je me tiens au chinois, où le mot crise veut dire deux choses, danger et chance, et je pense que la crise qu'on vit peut aussi, elle peut être une raison de défaitisme de tout le monde, mais je pense qu'elle peut aussi créer, et je l'espère toujours, un sursaut pour qu'on se dise, mais on ne peut pas regarder ça, on ne peut pas regarder décéder, comme moi je n'ai pas voulu regarder mourir mon village, parce qu'il faut faire un sursaut. Il dit, mais on ne peut pas détruire la planète, il faut la sauver aux générations futures. Alors je pense que cette crise peut aussi être une chance. Alors au début, avant de rentrer au conseil communal, on s'était retrouvés plusieurs jeunes, et la première chose que l'on avait fait, on a créé une association qui s'appelait les Amis de l'Histoire Beckerich. Et on essayait d'ouvrir les yeux aux gens et de dire, bon, à Beckerich, il n'y a ni château ni cathédrale, mais il doit y avoir quand même certaines richesses, parce qu'il y a 80 ans, on ne vivait pas si mal. Qu'est-ce qu'il y avait? Et on a fait, par exemple, ici, l'inventaire des croix de chemin, parce que vous connaissez très bien comment les gens fonctionnent. Ils connaissent les Champs-Élysées, ils connaissent le Colosseum à Rome, mais ils ne savent même pas qu'il y a une croix de chemin à 50 mètres de leur maison ici. Ils savent qu'il y a une croix de chemin, ils ne connaissent pas l'histoire de cette croix de chemin. C'est-à-dire qu'on a essayé d'ouvrir les yeux aux gens et de dire, mais écoutez, est-ce qu'il n'y a pas de ressources chez nous qu'on pourrait d'une manière ou d'une autre exploiter? Alors, deuxième ressource qu'on avait vue, c'est qu'on a eu la chance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont encore fait une attaque vers l'ouest, l'offensive des Ardennes, que vous connaissez peut-être. On a eu la chance que les soldats américains ont arrêté les soldats allemands à 10 km de Beckerich. C'est-à-dire qu'on a sauvé la belle architecture architecturale rurale de Beckerich, et à un certain moment, on s'est rendu compte que ça valait la peine d'être reconnu et qu'on
pouvait être fier de ça. Et de ce temps-là, il y avait un directeur des sites et monuments luxembourgeois qui avait compris lui aussi que l'histoire d'un pays, c'est pas seulement l'histoire des cathédrales et des châteaux, mais c'est aussi l'histoire de chaque village, de chaque ferme, de chaque maison de journalier, qu'il fallait revaloriser tout ça. On a, avec Rich, on a incité les gens à faire quelque chose, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que tout le monde aimerait plutôt habiter dans cette maison-là que dans celle-là, alors que c'est la même. Mais ça, c'est avant rénovation, et ça, c'est après rénovation. Alors, la première chose avec Rich dans les années 80, découvrir le peu de richesse qu'on avait, la mettre en place, rendre fiers les gens d'habiter Belcriche et mettre en valeur un patrimoine architectural relativement valeureux. Alors malheureusement, ces idées n'avaient pas encore trouvé leur chemin dans le conseil communal. Alors c'est pas seulement moi qui me suis porté candidat en 82, il y avait d'autres jeunes, il y avait d'autres gens, il y avait un vent de changement avec Rich, et voilà qu'on s'y retrouvait. Et bien sûr qu'on a dit, mais si déjà les gens valorisent le patrimoine architectural, il faut faire la même chose au niveau de la commune, et depuis là on a mis en place un programme de rénovation rurale. On a commencé avec les choses de base, infrastructure eau potable, canalisation et tout. On a refait les espaces publics, on a remis de la verdure dans l'espace public, les places publiques, mis en souterrain tous les réseaux. Alors ça c'était la première phase, c'est-à-dire stabilisation de la population, rendre fiers, si je peux dire, les gens d'habiter le village et non pas la ville, et créer une première réaction à la crise aiguë qu'on avait vécue. Mais ce qu'on a fait dès le début, c'est de dire d'un côté, on respecte ce que les ancêtres nous ont laissé, mais on voulait montrer dès le début qu'on avait quand même des idées pour l'avenir. Et je pense qu'on peut très bien le faire par une architecture contemporaine. Je pense qu'un langage architectural peut montrer à tout le monde, ceux qui habitent un village ou une ville, ou ceux qui visitent un village ou une ville, qu'on a quand même une vision pour l'avenir ici. Et il ne faut pas que ce soit toujours des grands bâtiments, des grosses infrastructures. Ici, vous voyez un petit arrêt de bus au plein centre de Belcriche, qui n'était pas au goût de tout le monde. Vous imaginez, à 100 mètres de la belle église du XVIIIe siècle, créer un arrêt de bus comme ça. Et à la fin du compte, le message est très bien passé. On disait aux gens, comme de toute façon, il n'y avait pas de bus qui roulait au XVIIIe siècle, à quoi ça sert de faire un arrêt de bus style XVIIIe siècle. Alors, la deuxième phase, après la réaction à la crise, stabilisation de la population. Il y a des jeunes qui avaient très bien compris qu'on pouvait aussi bien vivre dans une ferme rénovée que dans un bungalow anonyme aux alentours de Luxembourgville. C'est-à-dire on avait réussi à stabiliser la population. C'était la réaction à la crise. Je pense que le changement du regard vers l'arrière, vers l'avant, c'était l'année 90. C'est là que je suis devenu bourgmestre, mais c'est là aussi que pour la première fois, on a essayé de développer une vision pour l'avenir. Alors personnellement, en même temps que je suis devenu premier échevin en 82, j'ai commencé à militer dans une association de protection de l'environnement, et bien sûr j'ai essayé dès le début à mettre en place en pratique avec Rich les grandes théories qu'on développait pendant de longues soirées de discussion à Luxembourgville. Mais vous imaginez parler d'écologie dans une commune rurale conservatrice en 82, ce n'est pas toujours évident. Mais peu à peu, on a réussi à faire passer certaines idées. Et en 90, c'est la première fois qu'on a écrit un programme intégral de politique écologique pour la commune de Belcriche. On a essayé de faire comprendre aux gens que l'écologie, ce n'était pas faire la politique comme jusqu'à présent et rajouter, comme c'est souvent fait, un peu d'écologie à la fin, mais qu'il fallait faire de l'écologie une idée horizontale, ne pas faire les dégâts, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup moins cher que faire les dégâts et les réparer après, et c'est pour ça qu'on s'est doté aussi des instruments nécessaires. Je pense que même dans une petite commune rurale, il est nécessaire d'avoir les bases scientifiques nécessaires pour développer une vision de l'avenir. Quand je vois autour de moi, dans beaucoup de surtout petites communes, qu'il y a une mauvaise politique qui est faite, c'est pas toujours la mauvaise volonté des hommes et femmes responsables politiques, mais c'est parce qu'ils ne se donnent pas les moyens nécessaires de cibler une politique d'avenir bien axée sur les problèmes qui sont là. Vous voyez par exemple ici
un plan vert basé sur un inventaire des biotopes. Il ne suffit pas de dire à vos agriculteurs, mais avec riche aussi, la biodiversité est en déclin, il faut avoir des chiffres noirs sur blanc pour pouvoir argumenter avec eux et pour pouvoir les convaincre à faire quelque chose. C'est la même chose avec le développement social et économique. Si vous ne connaissez pas votre pyramidage de votre commune, comment voulez-vous faire une politique ciblée dans le domaine social? Je vous donne un exemple. Vous imaginez, en 82, lorsqu'on est venu au pouvoir, la pyramidage était renversée. Tous les jeunes étaient partis, et c'est surtout les vieux qui étaient restés au village. Avec toute la politique qu'on a faite, il y a eu de nouveaux ménages qui sont venus, et on était nous-mêmes, en 2001 par exemple, étonnés qu'entre-temps, Beckerich était devenue la 3e commune la plus jeune de tout le Grand-Duché de Luxembourg. Alors si vous ne connaissez pas vos chiffres, si vous ne connaissez pas votre pyramidage, à la limite, en tant que bourgmestre et conseil communal, vous faites peut-être encore de la politique pour les vieux, alors qu'il faudrait depuis longtemps faire une politique pour les jeunes familles avec des enfants. Alors il faut se donner les moyens, même dans les plus petites communes, les moyens de développer des idées concrètes et ciblées pour l'avenir. Je pense qu'il faut faire une radiographie scientifique des gens qui viennent de l'extérieur, qui font une radiographie de votre commune, même la commune la plus petite, sinon vous dépensez beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie sans avoir les résultats nécessaires. Alors, autre date importante pour Beckerich, c'était en 1995, Beckerich a rejoint un réseau de villes et communes européennes qui s'appelle l'Alliance du climat. Elle est malheureusement encore peu connue en Belgique. Entre-temps, il y a plus que 1600 villes et communes, des toutes grandes comme Berlin et Munich, mais des toutes petites comme Beckerich et des petites communes rurales autrichiennes. C'est des visionnaires qui avaient fondé ce réseau, parce qu'au début des années 90, ils avaient compris que le changement climatique serait un des grands défis de l'humanité à la fin du XXe, au début du XXIe siècle. Et une commune qui s'engage dans ce réseau s'engage à deux choses. D'abord, réduire de 50% les émissions de CO2 au niveau de toute sa commune jusqu'en 2010, comparé à l'année de référence 90. Et d'un autre côté, aider les peuples indigènes, surtout d'Amazonie, à protéger la forêt tropicale. Alors, Beckerich a rejoint cette alliance du climat, et je pense pouvoir dire que depuis 1995, ce terme de développement durable, qui a surgi un peu dans la discussion après la grande conférence de Rio, devient de plus en plus concret à Beckerich, parce que, croyez-moi, si vous prenez au sérieux votre but de réduire de 50% vos émissions de CO2, c'est terminer la navigation à vue, c'est terminer le court terme, c'est terminer l'approche sectorielle. Il faut vraiment approcher tous les projets, qu'ils soient publics ou privés, en regardant vraiment toutes les répercussions sur la mobilité, sur la consommation d'énergie, sur les troubles que vous allez créer au niveau de votre composition sociale, de votre communauté villageoise. Alors je pense qu'on essaie de plus en plus de devenir concret, et je vais vous donner quelques exemples dans les 3 piliers classiques que vous connaissez, je pense, le pilier économique, le pilier écologique et le pilier social. C'est que pour nous, pour l'instant, avec Beckerich, ça veut dire du développement durable. Alors, premier volet, le volet économique. En 82, lorsqu'on est venu à la mairie, les caisses étaient vides, il n'y avait pas d'emploi, je vous ai dit, il n'y avait pas de rentrée fiscale, et on s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut créer des emplois, il faut avoir des rentrées fiscales. Alors c'est le mérite de mon prédécesseur qui un jour a découvert que l'eau de Beckerich était au moins aussi bonne que celle-ci et toutes les autres eaux minérales belges et françaises. Et comme toujours, nul n'est prophète dans son propre pays. On n'a pas trouvé malheureusement d'investisseurs luxembourgeois, comme c'est toujours le cas, mais finalement, il y a un investisseur français qui est venu monter une usine d'embouteillage à Beckerich. J'en suis sûr que vous en avez déjà bu, peut-être pas sous le nom de Beckerich, mais si vous buvez de la cristalline avec la source eau blanche, vous buvez pas seulement une bonne eau, mais vous faites quelque chose pour le budget communal de Beckerich. Pourquoi? Parce que je pense, déjà en 86, on a été relativement intelligent. Pourquoi? On a dit, on veut rester propriétaire des sources, parce que c'est les mêmes sources qui alimentent le réseau d'eau potable. On a négocié une redevance sur chaque mètre cube d'eau embouteillé, et on a insisté à ce qu'on soit à 15% actionnaire de cette société. Et je pense quand je vois aujourd'hui qu'il y a des années où la combinaison de la redevance et les dividendes, depuis que la société s'est bien développée,
On a créé pas moins de 65 emplois, ce qui n'est pas rien pour une petite commune rurale comme la nôtre. Ça fait quand même des années entre 200 et 300 000 euros de rentrée directe qui ne dépendent pas de versement de l'État central, mais dont on dispose nous-mêmes, avec lesquels on peut faire des investissements nécessaires. Alors ce principe de dire que si déjà, et surtout dans le monde rural, on a une certaine richesse qu'on peut exploiter d'une manière économique, il faut qu'au moins une bonne partie de la plus-value économique reste acquise à cette communauté qui a la chance d'avoir cette richesse. Malheureusement, je vois des tas de responsables politiques de monde rural qui ont certaines richesses, mais qui la bradent à des investisseurs venant de la ville ou venant de l'étranger et qui ne font pas attention à ce qu'au moins une partie de la plus-value reste acquise à la communauté villageoise. Alors ce principe qu'on avait déjà appliqué une première fois, on l'applique à 100% maintenant dans le domaine des énergies renouvelables. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est une énorme potentialité pour le monde rural. On ne va pas mettre des éoliennes sur les Champs-Élysées à Paris, ni une installation de biogaz sur la grande place à Bucherel. Dans les années à venir, ce sera le monde rural qui va d'abord produire sa propre énergie. Je pense qu'avec les sauts de productivité, il y en aura même qui pourra vendre à la ville. Mais pour moi, c'est très important que le monde rural s'approprie la technologie, s'approprie le capital, se donne les structures nécessaires à rester maître de jeu, si je peux dire ça. Alors, avec Chris, une chose est claire, pour nous, les énergies renouvelables, c'est pas seulement la décentralisation de la technologie, mais c'est la décentralisation du capital. On veut s'approprier ça, et vous voyez notre grande centrale, où d'un côté, il y a une installation de biogaz, elle appartient à une coopérative agricole qui investit 5 millions d'euros, et vous voyez la filière bois, qui fournit un réseau de chaleur, où entre-temps, on n'a pas moins de 140 bâtiments qui sont raccordés. Alors, la filière bois, c'est la commune qui a investi, et c'est la commune qui gère le réseau de chaleur. Alors, avec Rich, c'est ni IDF, ni Electrabel qui gagnent un seul euro sur les énergies renouvelables, et ça, c'est notre philosophie à l'avenir. On veut s'approprier la technologie, on veut s'approprier le capital et trouver les fonds nécessaires pour qu'on puisse rester maître du jeu. Une autre chance pour le monde rural, c'est Internet. Vous voyez ici des bureaux, basse consommation d'énergie, une fiduciaire, c'est-à-dire un bureau comptable, une agence de publicité, d'autres firmes qui n'auraient jamais pu s'installer dans le monde rural il y a 30 ans avant Internet et qui aujourd'hui peuvent avoir le bureau avec Rich et qui peuvent faire des travaux pour des bureaux d'avocats à Luxembourgville. Je m'étonne qu'on parle de outsourcing la comptabilité des grands groupes en Inde, mais qu'on ne pense même pas à décentraliser certains emplois dans le monde rural, quitte à faire du travail pour des grandes sociétés à Bruxelles, à Liège ou autre part. Je pense que c'est... Et en plus, c'est une autre opportunité pour le monde rural. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le monde rural dispose au même moment des mêmes informations que dans la ville. Essayez d'aller un peu en arrière. Il y a des années, il y a des siècles où ça prenait des semaines, des mois, des années jusqu'à ce que les informations, des décisions prises à Bruxelles n'arrivent dans le dernier village des Ardennes. Aujourd'hui, si je me raccorde sur Internet avec Rich, j'ai les mêmes, mais exactement les mêmes informations que quelqu'un qui le fait à Bruxelles, à Paris ou à Londres. Et il faut en profiter. Comme dans le monde rural, on est moins bureaucratique, on est plus flexible, il y a le côté humain, on peut plus vite réagir à certaines évolutions de la société. C'est ce qu'on essaie de faire avec Rich. Dernier volet, ou avant-dernier volet, il n'y a pas de tradition touristique avec Rich et on se retrouve devant les cercles vicieux classiques. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'infrastructure, les touristes ne viennent pas, et aussi longtemps que les touristes ne viennent pas, le privé n'investit pas dans les infrastructures. La commune elle-même a essayé de briser ces cercles vicieux. On a eu la chance de pouvoir acheter ce complexe du Moulin de Beckrich. La première phase est terminée, un café-restaurant. Et comme entre-temps, il n'y a pas moins de 100 groupes qui nous visitent chaque année, c'est déjà un début de tourisme écologique qu'on essaie de développer. Alors, M. Hansberger l'a déjà soulevé, dernier projet dans le domaine de l'économie, on veut créer, avec Rich, mais pas tout seul, avec 9 communes voisines,
Ça fait en tout 16 000 habitants, notre propre monnaie régionale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être après on pourra en discuter, mais je pense que c'est nécessaire cette unité qui porte nos idées, qui peut être créatrice de richesses, fermer les circuits, refermer les circuits dans la région, et heureusement on a trouvé un financement européen. On est sur le point, on est sur le point de pouvoir engager sur 2 ans à mi-temps une personne qui ne fera que ça, c'est-à-dire mobiliser, dynamiser le secteur et les clients et les sociétés pour mettre en place cette idée d'une monnaie régionale. Et j'espère que ces 2 années vont suffire pour que le projet puisse se porter soi-même, et que si un jour vous allez visiter Beckrich, il ne faut pas seulement avoir des euros dans la poche, mais peut-être des béquilles ou des interterres, ou comment on va appeler la monnaie, on va voir. Alors, le volet écologique, bon, des choses plus classiques, essayer de réduire les déchets, essayer de réduire la consommation d'eau, et ce qui me rend optimiste, il y a quand même des chiffres noirs sur blanc qui, après 15 ans de travail, montrent que des choses sont possibles. À Beckrich, la consommation par tête d'habitant d'eau potable par année est 20% en dessous de la moyenne luxembourgeoise. Et je ne pense pas que les gens de Beckrich ont l'impression d'avoir une plus mauvaise qualité de vie parce qu'ils consomment moins d'eau. Non, ils ont une meilleure consommation, ils dépensent moins d'argent, mais on a réussi ensemble avec les habitants à diminuer de 20%, c'est quand même énorme, dépenser sur toute la population 20% d'eau potable en moins. Alors des projets pour améliorer la biodiversité, je passe rapidement là-dessus. On a été, je pense pouvoir dire, innovateur, précurseur au Luxembourg pour faire de la bioconstruction. Il y a une photo d'une école du village qu'on a rénovée. En 93 déjà, peu de gens parlaient de la bioconstruction, nous on l'a fait à Beckrich. On suit ça, voilà, le sportif, on essaie de, en tant qu'investisseur public, à créer un marché pour des produits écologiques innovants. Là vous voyez un bardage innovant, écologique, avec du bois rectifié. C'est du bois dont on retire l'humidité, et vous pouvez le mettre comme ça sur la façade de grands bâtiments, sans traitement chimique, sans peinture, et ça reste là pendant 50 ans. C'est encore un marché pour des produits régionaux. Alors, le grand projet pour l'instant, c'est le domaine de l'énergie. On a des résultats concrets. Si je vous dis qu'entre-temps, avec la biométhanisation, avec le photovoltaïque, avec la diminution de la consommation, on produit aujourd'hui à Beckrich à peu près 90% de toute l'électricité basse consommation, pas la haute tension, mais la basse tension. On la produit pratiquement entièrement nous-mêmes, et on est capable aujourd'hui, avec la filière bois et la filière biogaz, à fournir à peu près 30% de toute la chaleur utilisée sur toute la commune. Alors vous voyez qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Il faut surtout encore réduire la consommation de chaleur, mais on est quand même bien parti pour peut-être dans 10-15 ans dire à ceux qui vont être les chefs d'Arabie Saoudite ou de Libye, écoutez, on n'a plus besoin de votre pétrole, on est autonome pour la production d'électricité et de chaleur à Beckrich. Mais première priorité, diminuer la consommation pour ensuite produire sur base d'énergie renouvelable. C'est la philosophie qu'on essaie d'appliquer. La commune donne le bon exemple, les privés suivent, comme vous voyez ici. Je pense qu'on n'est pas loin des 15% des ménages qui, entre-temps, ont investi dans le solaire, ce qui est très bien. Vous voyez encore une fois la grosse centrale, une combinaison de filières biogaz avec une filière bois. Et vous voyez un autre concept qu'on a repris de la ville de Fribourg, c'est-à-dire sur les grands bâtiments communaux, la commune met à disposition gratuitement des familles de Beckrich des toits pour mettre des installations photovoltaïques en copropriété. Pour que tout le monde, même ceux qui n'ont pas un toit orienté vers le sud, puissent investir 1 ou 2 ou 3 ou 4 kW de photovoltaïque et prendre sa responsabilité. Et voilà que le 25 mars, on va innover ensemble avec le ministre de l'Environnement luxembourgeois les 3 premières stations d'essence, si je peux dire, ou les 3 stations de ravitaillement, c'est-à-dire des bornes électriques, pour avoir de plus en plus de voitures électriques et surtout, j'espère, des vélos électriques à Beckrich. Mais on essaie en même temps de mettre en place un système de covoiturage
parce qu'on veut profiter de ce saut de technologie pour faire un saut de comportement, de dire aux gens, ce n'est pas la solution de remplacer la voiture diesel par une voiture électrique, mais il faut changer notre manière d'utiliser les voitures. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une propre voiture, ou de 2 ou de 3, comme c'est le cas dans les familles luxembourgeoises? Est-ce que vous ne pouvez pas vendre la deuxième voiture et être membre d'une association qui fait du covoiturage? Alors, le volet social, on essaie de garder l'identité de nos villages. On n'a pas créé une grande école centrale, mais essaie de laisser les écoles au village. Lorsque vous savez qu'au Luxembourg, 50% des mariages sont divorcés et que 7% des enfants sont élevés dans des ménages monoparentaux, il faut aussi, dans le monde rural, adapter vos structures. Voilà une crèche pour les enfants de 4 à 12 ans. Là aussi, on a été une des premières communes au Luxembourg à offrir ce service à nos familles. Pour les retraités, les vieilles personnes, ensemble avec 9 communes de la région, on a créé une maison de retraite pour que les gens puissent terminer leur vie dans un entourage qu'ils connaissent. Les femmes sont très peu représentées au niveau de la prise de décision, mais parfois il y a des moments symboliques pour faire passer un message symbolique. Pour tous nos efforts, on a reçu en 1996 le prix européen de développement rural, et au lieu d'emmener notre fanfare et jouer quelques mots de fanfare, on a présenté au Théâtre Rococo de Munich notre équipe de choc qui faisait du step, du rock et autres, les dignitaires bavarois, von zu Gutenberg et autres, ont pris certains moments à comprendre ce qui se passait sur la scène, et à la fin, ils avaient compris que pour nous, l'apport des femmes était très important. Alors, au Luxembourg, entre-temps, je ne sais pas si vous en êtes conscient, on a une moyenne d'étrangers de 40%. Avec Rich, on a 30% d'étrangers. On n'a pas attendu avec Rich la crise financière et un taux de chômage au Luxembourg de 6,5%. Avant de faire une politique proactive d'intégration, on y va souvent à travers la culture. Vous voyez ici du flamenco espagnol sur la place de l'église. Et Beckrich, il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus voir tout ça. Un projet intergénérationnel, pardon. Voilà. Alors, voilà les 3 piliers. 2 éléments restent à dire. Surtout dans les petites communes rurales, on ne peut pas faire tout seul. Il faut vraiment une collaboration. On fait ça avec Rich. D'abord, on a créé avec 9 communes voisines, un peu de la même grandeur, un syndicat intercommunal qui est actif dans tous les domaines, créer 2 zones d'activité, créer 350 emplois, améliorer les structures, voilà une crèche pour les tout petits, améliorer les transports publics. On travaille très bien avec la commune voisine belge, Arlon. Vous connaissez peut-être son député maire José Arens, qui siège au Parlement fédéral. Des projets à tous les niveaux, échange d'écoliers, festival de la musique. On a engagé un jumelage après la tombée du rideau de fer en Hongrie. Chaque année, il y a des jeunes luxembourgeois qui vont en Hongrie et des jeunes hongrois qui viennent avec Rich échanger. Je vous ai parlé de l'Alliance du climat, 2 engagements, réduire de 50% les émissions de CO2, mais d'un autre côté, construire une solidarité internationale. Et voilà pourquoi que Beckrich prend aussi au sérieux son 2e engagement. Depuis 1997 déjà, on investit chaque année 0,7% de nos rentrées ordinaires dans des projets dans le Sud. Ça fait quand même 50 000 € entre-temps. Mais ce n'est pas seulement l'argent qui est important pour nous. On travaille beaucoup dans les écoles, aux hommes et femmes de la rue. Ça a commencé tout doucement, il y avait beaucoup de méfiance, mais entre-temps, la confiance s'est installée. Et avec Rich, ce n'est pas seulement les 9 conseillers qui réfléchissent à l'avenir de cette communauté villageoise, mais avec les 9 conseillers, il n'y a pas moins de 70 citoyens et citoyennes répartis sur une petite dizaine de commissions qui en permanence réfléchissent à ce que va être l'avenir de notre commune. On a investi dans ces gens, on a compris que, à part l'eau minérale, à part les énergies renouvelables, c'est le savoir-faire des hommes et des femmes de Beckrich qui sera la 3e ressource dont on aura besoin au XXIe siècle. Voilà qu'on investit dans le savoir. On a créé une salle spécifique pour l'Internet pour que tout le monde puisse y aller. Alors pour terminer rapidement, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de projet dans les années 70, il y avait une énorme crise. On a réagi, peu à peu on a développé le modèle,
Et voilà que je voudrais témoigner pour terminer, un peu tirer les conclusions et dire les 10 principes qui, depuis notre expérience, pourraient aider d'autres communes, d'autres régions à s'investir dans ce chemin. Alors d'abord, je pense que c'est très nécessaire dans les temps qui courent. Il faut élaborer ensemble avec les gens une vision. S'il y a beaucoup de mal dans la société, je pense qu'il n'y a plus de projet. Je vois des familles qui n'ont plus de projet, je vois des villages qui n'ont plus de projet. Excusez-moi, mais quand je regarde la Belgique, le Luxembourg, j'ai l'impression qu'il y a même des pays qui n'ont plus de projet. Mais sans rire, mais je pense, comment voulez-vous que des citoyens et citoyennes s'engagent dans une communauté où ils ont l'impression que cette communauté n'a plus aucun projet? Personne ne fait ça. Alors la première chose à élaborer, c'est redonner un sens à une communauté, c'est développer une vision, mais il ne faut pas surcharger les gens, il faut après décliner cette vision en petits pas. Avec Christ, on ne parle pas en permanence de ce que sera avec Christ dans 20-25 ans, mais on dit chaque panneau photovoltaïque est un pas vers cette vision de l'autonomie énergétique, et les gens commencent à comprendre ce qui se passe. Il faut ensuite, dès que vous avez développé votre vision, fixer des buts précis et vérifiables, c'est pour bien cibler votre argent, votre temps et votre énergie. Il faut développer ensemble avec les gens et des experts une stratégie basée sur les faits et les chiffres vérifiables. Il faut, et c'est malheureusement souvent oublié, évaluer régulièrement les actions menées. Ça ne sert pas à multiplier les actions de réduction de consommation d'eau et d'énergie. Si vous ne donnez pas de feedback aux gens, les gens vont se fatiguer, ils ne vont plus vous suivre parce qu'ils pensent que ça ne vaut pas la peine de suivre les actions parce que de toute façon, ça ne va rien changer. Alors il faut utiliser une communication créative et adaptée. Il faut échanger les expériences et apprendre auprès des autres. Croyez-moi, on n'a pas réinventé la roue avec Rich. On est allé voir le biogaz au Danemark, on est allé voir la filière bois en Autriche, on est allé à Fribourg, on a repris l'idée des panneaux photovoltaïques, on compte compléter. On adapte ça au contexte législatif, financier, culturel et social du Luxembourg, et voilà qu'on essaie d'améliorer même ce qu'on a vu à l'étranger. Il faut, et c'est très important, prendre les gens là où ils sont et parler leur langage. Il ne suffit pas que vous ayez raison et que vous avez les bons arguments. Si les gens ne comprennent pas votre langage, si les gens ne comprennent pas votre argument, ils ne vont pas vous suivre. Il faut impliquer, je pense que j'ai insisté là-dessus, tous les concernés à tous les niveaux. Il faut, c'est en tant qu'écologiste que je dis ça, nous aussi on a perdu beaucoup d'énergie. Il faut d'abord bâtir des ponts vers des alliés potentiels au lieu de chercher la confrontation en permanence avec ceux qui sont les plus loin de votre philosophie. Et pour terminer, il faut créer un sentiment d'identité et de fierté. Et voilà que je ferme le cercle avec le développement de la vision. Et quand je vous montre cet ancien électricien du village de Beckrich qui, avec 2 autres pensionnaires, dont un est plus âgé de 80 ans, qui pendant les 3 années passées a mis en place une ancienne série pendant des milliers d'heures de bénévolat, je pense qu'il y a moyen de mobiliser les gens sans avoir besoin de les rémunérer. C'est un début très minime, un tout petit début vers ce modèle de transition où chaque apport dans la société n'est plus rémunéré par des euros ou des béquilles, mais où la reconnaissance humaine des voisins et des autres habitants de la communauté peut vous motiver plus que de toucher 10 ou 15 euros l'heure. Et voilà que ces initiatives me laissent, malgré tous les grands défis qui sont devant nous, optimistes. Et je pense que la prochaine génération, avec Chris, sera peut-être un peu plus résistante, un peu plus résiliente par rapport aux crises qui sont devant nous. Merci beaucoup d'être venus. Encore applaudir 10 secondes parce que... Oui, question.
d'abord la parole et Christian participera parmi les intervenants à un moment ou l'autre du débat, participera en réponse aux questions, si tu es d'accord, parce que je pense que vous êtes impatient de poser des questions, de partager sur l'expérience que vous êtes écrit. Donc je pense que c'est le moment de prendre la parole. Alors ce qu'on proposait, c'est de prendre chaque fois 3 questions, comme ça on peut un petit peu mixer. C'est une formule qui marche d'habitude. Je vous écoute. Et puis si vous pouvez vous présenter, c'est toujours sympa, comme ça M. Gérard fera des connaissances ici à Louvain-la-Neuve. Si vous voulez, c'est libre. Super. Bonjour, je m'appelle Marie. En fait, actuellement, on s'intéresse de plus en plus à tous les problèmes, principalement alimentaires. J'ai un peu de problème avec mes oreilles, alors je viens plus près de chez vous. D'accord. Pour comprendre les questions. Ou bien on fait ça. On s'intéresse pas mal aux problèmes alimentaires actuellement et j'ai remarqué qu'on n'avait pas du tout abordé ce sujet-là. Est-ce que... L'alimentation. Oui, l'alimentation. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont mises en place Bon, je pense qu'on est bien d'accord que même une petite commune rurale qui veut changer les choses a peu d'influence sur la politique agricole qui se fait. Je pense qu'on est, à Luxembourg aussi, on est tellement dans le système de la politique agricole commune que même avec qui on ne peut pas changer le monde. Alors, là aussi, on fait un peu la même chose avec ce que je vous ai montré avec le bardage sur le monde sportif. Là où on est investisseur, on essaie de créer un marché. Voilà pourquoi que dans la crèche et la cantine qu'on a, d'abord on cuisine sur place. Et c'est là qu'on crée un marché pour l'agriculture biologique. Parce qu'on cuisine, si c'est possible, je n'ai pas que c'est à 100%, parfois on a quand même certains problèmes à trouver tous les denrées nécessaires. On cuisine le maximum avec des produits biologiques. Si ce n'est pas biologique, c'est régionaux. Et on essaie aussi de faire passer le message aux enfants que des menus variés, une fois végétarien par semaine, une fois du poisson, autre chose que ce qui se passe normalement. Alors, ce qui est bien, il y a des gens dans la commune qui sont, on a dit ça en français, végans. C'est les mêmes plus loin que végétariens. Végans. Alors, on leur donne un forum lorsqu'il y a, par exemple, on avait fait, je vous ai parlé de cette solidarité Nord-Sud. Pour faire passer le message, on a chaque année une journée tiers-monde où les ONG avec lesquelles on travaille vont présenter les projets. On avait donné l'occasion à cette organisation de créer un stand sur le véganisme. A priori, on peut dire, mais qu'est-ce que ça va faire avec les tiers-mondes? Mais quand je vois combien d'hectares sont détruits en Amazonie pour planter le soya, avec lesquels on nourrit nos vaches et nos cochons, je pense qu'on a essayé de faire le lien entre notre manière de se nourrir avec beaucoup trop de viande et avec ce qui se passe en Amazonie. Alors vous voyez qu'en permanence, on est à la recherche de dire de ne pas afficher des solutions faciles, mais de créer une certaine sensibilisation à des problèmes complexes qui existent. Et avec Rich, on n'a pas les solutions, hein, c'est pas avec Rich qui va changer la politique agricole commune, mais on veut quand même profiter de chaque occasion pour faire une certaine sensibilisation auprès de la population. Est-ce que je peux aboutir un petit peu plus loin en fait? Ou bien... si je peux. Non, parce qu'elle arrive, c'était qu'on prenait quelque chose. C'était seulement le préambule de ma question. Ah, mais il faut poser toute sa question d'un coup. Allez, je fais une exception pour vous, et puis après, les autres, on ne peut pas. Mais en fait, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous parlez, vous dites que le monde rural veut s'approprier le capital, la technologie, vous parlez d'industrie, de bureaux, de tourisme, vous voulez dynamiser le secteur et avoir un marché de produits écologiques. Mais au final, est-ce que vous n'avez pas peur de reproduire des mini-villes à la place où avant il y avait des villages, et finalement, l'agriculture qui avait encore une certaine place dans les villages, où est-ce qu'elle va se faire si au final on amène les bureaux dans les villages plutôt que de les emmener en Inde? C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Non, je pense que vous m'avez un peu mal compris. Moi, j'insiste surtout dans le domaine des énergies renouvelables. Que c'est là que le monde rural s'approprie la technologie. Je vois des régions rurales où on voit des éoliennes, où on voit des installations de biométhanisation, mais elles appartiennent au grand capital.
à Electrabel, à EDF, à je ne sais pas qui. Alors pour provoquer un tout petit peu, si c'est Electrabel qui met les éoliennes dans les Ardennes, autant ne pas les mettre. C'est le moment du monde rural de s'approprier cette technologie et de s'approprier, de trouver des moyens de financement. Ce n'est pas toujours facile, hein, mais je vous ai montré que c'est possible. Alors avec Rich, je tire mon chapeau pour 19 agriculteurs qui ont pris le risque d'investir 5 millions d'euros dans cette installation de biométhanisation. Ça leur appartient. La commune a fait un contrat de fourniture pour acheter leur chaleur. Pour le reste, ils investissent l'électricité. Dans le réseau, c'est un peu différent de ce qui se fait en Belgique. Chez vous, vous avez les certificats verts. Au Luxembourg, c'est plutôt le système à tarif fixe, comme en Allemagne. Mais ce que je veux dire, c'est une énorme chance. Les énergies renouvelables, c'est la technologie décentralisée. Mais si ce n'est pas le monde rural qui trouve les moyens financiers, ce sera de nouveau la ville, ce sera un grand capital, ce sera les multinationales qui vont retirer l'entièreté de cette plus-value du monde rural. Alors que ça pourra être une énorme plus-value économique pour comment dire, créer une richesse à l'intérieur du budget communal pour faire de la politique sociale, culturelle et sportive ou autre. Oui, je pense par ailleurs que il y a certainement une sorte de moyen terme à trouver entre le maintien d'une ruralité je dirais, basique. Je ne sais pas si votre question pointait par là, mais évidemment le fait, la crainte qu'on recrée des villes à la campagne, si j'ai bien compris, ne me semble pas entièrement justifiée parce qu'on n'est pas... Faire revenir des bureaux, alors bien sûr ça pose la question quel type d'activité, et puis où est-ce que les surplus monétaires et financiers générés par ces activités à leur tour vont aller, ça c'est légitime. Mais par contre l'idée que pas mal d'ailleurs d'urbanistes avancent aujourd'hui, que l'optimum quelque part de la planification territoriale ce serait des petites villes entourées d'un hinterland agricole qui fournit principalement à cette petite ville-là me semble un modèle relativement équilibré. Je ne suis pas absolument expert sur la question, mais ça me semble un modèle préférable, même c'est pas ça que vous avez dit, hein, mais à la vision plus classique où on continue à concentrer les villes à un certain endroit pour avoir d'énormes espaces agricoles ailleurs. C'est pas ça que vous vouliez dire, je pense. Hein. Mais alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire, évidemment, que le redéveloppement de certaines activités, je peux dire, minérales et intellectuelles, ou hein, comment on pourrait les appeler, avec des bâtiments, des bureaux, etc., dans des petits villages, des petites villes, implique que les terres agricoles doivent être entièrement sacrifiées. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut une sacrée dose de coordination intercommunale et même au niveau régional pour que l'équilibre entre les terres agricoles fournisseuses et les activités non agricoles soit maintenu. Ça, c'est tout à fait clair. C'est peut-être ça le sens de la question. Alors, la crainte que... Alors, si on a... Peut-être que ce sur quoi vous n'avez pas